vous êtes habitués maintenant, la râleuse du Booktube Game est encore de sortie. Je dois bien avouer que je prends souvent un malin plaisir à faire ce genre de vidéos puisqu'ils me permettent d'aborder des points, à mon sens, essentiels, intéressants à expliciter et ça ouvre le débat. Et vous ne le savez peut-être pas, mais débattre, confronter des points de vue et se questionner, c'est un petit peu ma passion. Et au vu du livre abordé dans cette vidéo, votre premier réflexe serait peut-être de se dire que mon objectif principal est encore de déglinguer la dark romance. Oui, je reprends le terme déglinguer car c'est ce que j'ai entendu de moi quand j'ai fait ma charpente présentation du livre Captive de Sarah Rivens. Eh bien non, je ne suis certainement pas une fan de ce genre qui fait la part belle à une proportion importante d'histoires qui valorisent et romantisent des relations toxiques, mais pour une fois, c'est surtout à la maison d'édition qu'il est dit que j'en veux. Coucou Hugo Roman, oui, c'est bien de vous que je parle. Allez, restez par ici, ça va bien se passer. Et on commence par présenter le livre qui m'a fait ronchonner un poil. Il s'agit de Guild de Raven Kennedy, que j'ai pu me procurer par le biais de ma merveilleuse meilleure amie, Coralie. En spécialiste du genre, elle m'aime toujours malgré ma fâcheuse tendance à taper sur ce genre qu'elle apprécie. Alors la romance, pas forcément la dark romance en général. Et ça, on peut dire que c'est une vraie amie. Guild s'inscrit dans un nouveau genre de romance, enfin c'est la maison d'édition qui le dit, qui mêle à la fois univers fantasy et romance. À mon sens, c'est plus un business marketing si tu veux mon avis. Dans cette histoire, on suit Oren, une femme retenue captive, encore une, par son maître et intérêt amoureux, encore un, le roi Midas. Car oui, c'est une réécriture / inspiration de ce mythe. Alors, n'y cherchez pas trop de rapprochement avec le mythe originel, si ce n'est la possibilité de transformer des objets et des êtres vivants en or, un amour du vin douteux et une soif de pouvoir et de richesse démesurée. Notre chère Oren vit dans une cage dorée située dans le palais et passe ses journées derrière ses barreaux à contempler celle du roi Midas qui passe ses journées, lui, à sauter tout ce qui bouge, au sens propre comme au figuré. Elle est surveillée nuit et jour par des gardes, on sait jamais que la cage dorée ne suffise pas, et n'a visiblement pas d'autre valeur que son apparence physique puisqu'elle est bien sûr entièrement constituée d'or. Évidemment, ce petit quotidien va changer suite à l'arrivée d'un autre roi dans le royaume et des complots de Midas pour agrandir un peu plus son territoire déjà assez grand. La cupidité, tout ça. Étrangement, et tant mieux, cette lecture ne fut pas aussi problématique que Captive de Sarah Rivens. Et je pense même que c'est pas la pire de celles proposées sur le marché. Vraiment, Captive banalise bien plus la violence que celui-là. Vous emballez pas trop quand même, j'ai pas passé mon meilleur moment de littérature dessus. Cependant, j'ai quand même trouvé qu'elle laissait la porte ouverte à pas mal de questionnements sur les thématiques qui sont abordées, et je préfère totalement ça à une histoire qui vient nous romantiser et banaliser des relations de violence et d'emprise mentale. Cependant, pas mal de petites choses m'ont dérangé comme pêle-mêle, les sujets arrivent, El Clasico, les relations toxiques. Vous vous en doutiez, le fait que le personnage principal soit captif de son intérêt amoureux n'encourage pas tout à fait les relations amoureuses saines et équilibrées. Surtout quand le roi s'est fait passer comme le sauveur d'Oren, en feignant auprès d'elle de la voir protégée de la violence du monde et des hommes, pour au final la foutre derrière une cage et lui proposer comme seul divertissement ses parties de jambes en l'air avec son harem. D'ailleurs, si on se réfère au mythe originel, Midas, quand il touche quelque chose ou quelqu'un, il le transforme en or. Donc normalement, la seule chose qu'il pourrait vraiment utiliser d'un point de vue sexuel, ce serait sa main, puisque son harem, c'est normalement, à l'heure qu'il est, statufié entièrement en or. Bref, notre personnage féminin est donc sous l'emprise du roi qui ne fait que l'utiliser tout au long du récit, jusqu'à même la troquer auprès d'autres hommes en échange de certains services. Oui, relation toxique, on a dit. Heureusement pour nous, à force de se faire traiter comme un paillasson, Oren va finir par se poser quelques questions et se demander quelle est la vraie nature des sentiments que Midas entretient pour elle. Alors, vous emballez pas trop quand même, ça reste assez subtil, et on n'en est pas du tout à une vraie remise en question de leur relation au moment où le premier tome, et là où je me suis arrêtée, l'histoire se termine. Je suppose que le reste du questionnement se fait dans le reste de la saga, en tout cas j'espère, et c'est ce que j'ai cru comprendre, mais elle semblera avoir d'autres intérêts amoureux du même acabit que celui du roi Midas tout au long du récit, et donc j'estime qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. En gros, rien de nouveau sous le soleil, relation toxique, comme d'hab. Mais que serait une dark romance sans une représentation bien sexiste des personnages féminins? Pour ne pas changer, les relations que les femmes entretiennent entre elles sont plus que défavorables et les pouliches, adorable qualificatif pas du tout sexiste donné aux femmes du harem de Midas, détestent Oren. Alors qu'elles sont toutes dans la même merde, les femmes n'entretiennent absolument aucune sororité et entretiennent une relation de compétition absolument
constante, sur des critères évidemment super valables, séduction, physique ou encore attrait sexuel qu'un homme pourrait développer pour elle. J'ai mal à mon féminisme. Ne cherchez pas non plus une once de développement de leur personnalité ou encore un quelconque relief. Les personnages féminins seront toujours au choix des garces, de belles femmes ou des putes. À part leur description physique et un prénom ou deux, je crois que je n'ai absolument rien retenu d'autre. Comme la relation toxique le laisse entendre, on aura également droit à des violences physiques et mentales liées à la privation de liberté et autres menaces de mort. Mais c'est aussi un véritable festival de violences physiques que nous propose Guild, comme la captivité, alors que ce soit avec Midas ou d'autres personnages que l'on découvrira au fur et à mesure de l'histoire, des agressions sexuelles ainsi qu'un viol, dont la scène est décrite de bout en bout. Certaines de ces violences seront remises en question et d'autres, pas vraiment. Autre représentation particulièrement désagréable au fur et à mesure du livre, celle particulièrement grossophobe d'un autre roi. Alors certes, le personnage est un étron sur pattes et je lui proposerais bien d'aller jouer à la marelle sur l'autoroute, mais je ne suis pas certaine qu'un caractère grossophobe pour le décrire soit particulièrement nécessaire pour insister sur son personnage de méchant. On se mange des « il est gras, il est luisant de graisse et il est dégoûtant », à cause de son poids bien sûr, toutes les 4 phrases, ce qui fait que je n'ai retenu de lui que son apparence physique, j'ai même complètement oublié son nom, et bien sûr son rôle d'agresseur compulsif puisque évidemment c'est un violeur sur pattes. En tout cas, ça fera super plaisir aux personnes grosses de se voir associées en tant que physique à quelque chose d'hyper dévalorisant. L'autrice aurait pu se contenter de dire que c'était un violeur et un agresseur potentiel, mais non, c'est mieux de rajouter une critique sur son poids pour forcer le trait. Petit bonus, notre personnage principal, à force de se faire chier dans sa cage, a fini par développer une addiction à l'alcool qui est transformée au fil de l'histoire comme un arc narratif humoristique. Et oui, elle oublie ce qu'elle fait parce qu'elle se murge trop la tronche. Qu'est-ce que c'est drôle, non? Ou bien elle a trop mal à la tête à cause de sa gueule de bois, à cause des frasques de Midas qui l'ont forcée à boire. Que c'est amusant! Toujours pas. On ne questionnera jamais vraiment cette thématique, mais c'est ajouté comme un trait de caractère amusant, alors que cela soulève une vraie problématique d'addiction, hein. C'est pas drôle dans la vie. Mais bon, après tout, on n'est plus à ça près. Bon, ça c'était pour le contenu du livre qui, à mon sens, ne révolutionne absolument pas le monde de la fantasy. On y retrouve plus ou moins un univers moyenâgeux et des mondes à peu près développés, et encore, c'est une ébauche. Et je trouve qu'il ressemble pas mal à des livres déjà publiés dans le même genre, du style Un palais d'épines et de roses, avec cette fois-ci un peu plus de cul. Mais exactement le même fantasme de captivité qu'on a évidemment dans Un palais d'épines et de roses. Parlons désormais de la maison d'édition qui l'édite et que je ne porte pas franchement dans mon cœur, Hugo Roman. Au départ, moi j'aurais bien souhaité ignorer purement et simplement cette maison d'édition dont je ne lis pas spécifiquement les livres, mais depuis des années, elle se traîne quand même pas mal de petites casseroles au cul et de déboires qui font que j'ai bien fini par me faire une idée sur son cas. Je tiens à souligner une nouvelle fois que je ne juge absolument pas les lecteurs et lectrices qui aimeraient des livres publiés par cette maison d'édition ou qui la soutiennent en général. Comme je vous le disais précédemment, une de mes meilleures amies est une fan de romance et je peux vous dire qu'elle en a un paquet qui ont été publiés chez eux. Ici, dans cette vidéo, ce n'est que mon avis absolument personnel, vous lisez absolument ce que vous voulez, vous êtes grand. Si vous ne le saviez pas encore, elle édite principalement des romances et autres styles, hein. Elle a quand même des thrillers, de la jeunesse, du young adulte, évidemment de la romance et de la romtasy. Et elle est celle qui a popularisé le genre de la new romance. D'ailleurs, je crois qu'elle en avait même créé une collection qui portait ce nom, genre c'était labellisé new romance parce que Hugo Romance, qui nous racontera des histoires d'amour, souvent à des histoires contemporaines, entre des personnages qui sont tout juste majeurs ou autour de la vingtaine et qui découvrent un petit peu la vie d'adulte et souvent des histoires d'amour, de sexualité, mais pas que, et toutes les problématiques qui se créent à ces âges-là. En soi, absolument rien de bien méchant, et j'en suis parfaitement d'accord. Là où elle m'a un petit peu plus posé problème, c'est qu'elle était propulsée en termes de popularité, bon, et de trésorerie, on va pas se mentir, par une saga que je déteste profondément, qui est After d'Anatode. Soit une charmante relation toxique sur 5 tomes, également adaptée, je crois sur Amazon maintenant. Le fait qu'elle édite ce papier toilette littéraire est une chose, mais le fait de le romantiser et de le glamouriser auprès d'un public relativement jeune en est une autre. Pour rappel, After, c'est l'histoire d'un mec, Hardin, qui va faire un pari pour prendre la virginité, désolé pour le spoil, de Tessa.
et qui va tout au long de la saga s'introduire dans sa chambre sans son consentement, s'introduire dans sa chambre la nuit pendant que lui est totalement alcoolisé, la juger sur son physique, sur ses goûts, l'isoler de ses proches et avoir bien sûr des violences à la fois physiques et psychologiques. Un charmant jeune homme qui mériterait de faire un gros bisou à un camion lancé à pleine vitesse. Et le fait que la maison d'édition ait continuellement fait son beurre sur la saga, qui porte des messages plus que douteux quand même, en arguant le fait que c'était une belle histoire d'amour, et bah ça fait du mal à mon féminisme quand l'histoire s'apparence plutôt à une belle relation d'emprise au parfum de violence conjugale. Je me rappelle des vidéos YouTube de la maison d'édition qui essayaient de tirer vers elle la couette du féminisme, alors qu'elle s'enrichit et édite tout un tas de livres qui le piétinent absolument comme il faut. Mais bon, faut bien s'acheter une conscience et puis surfer sur la vague du féminisme washing. Sinon c'est con, on passe à côté d'une potentielle vague de mode et de lectorat. Problème qui s'ajoute à ce problème, le travail d'édition souvent plus que médiocre qui est réalisé au sein de cette maison d'édition. Je ne compte plus le nombre de messages, photos, vidéos mentionnant les problématiques de coquilles et de fautes d'orthographe assez grossières laissées à la fois dans les textes, mais également sur la première et quatrième de couverture. C'est un peu fâcheux quand même. On se demande si la totalité du budget est partie dans l'achat de droits de traduction ou les campagnes marketing, mais clairement, les éditeurs ou éditrices qui ont travaillé sur ces livres mériteraient d'avoir un peu plus que 30 minutes pour pouvoir faire leur boulot et éviter que ce type d'erreur assez grossière se retrouve publié. C'est un peu rageant, surtout quand on met 20 balles dans son livre. Perso, ça me ferait chier. Après, malheureusement, c'est pas les seuls à faire ça. On connaît une autre maison d'édition française assez célèbre qui ne fait que traduire des livres anglophones qui montent carrément parfois ces livres à l'envers. Et comme si ça ne suffisait pas pour me faire avoir une image plus que négative de cette maison d'édition, il a vraiment fallu qu'elle se chie dessus autour du travail marketing et d'édition qui a été fait autour de Guild de Raven Kennedy. Comme je vous le disais plus tôt, Guild est une histoire de fantasy et de romance qui comporte plus d'une scène de sexe ou qui fait allusion vraiment plus que poussée et crue à la sexualité. Bien content de leur nouvelle acquisition, la maison d'édition a décidé de lancer en fanfare une campagne marketing autour de cette nouvelle collection Romtasy qui vient englober tout ça, donc la fantasy et la romance. Elle a donc convié tout un tas d'influenceurs dans le cadre d'une soirée pour faire la promotion de leur dernière parution, Guild. Jusque-là, rien de méchant, rien d'anormal, vraiment du marketing classique. Je vous rappelle que ça a été mon métier pendant 7 ans. Mais alors pourquoi es-tu encore en train de nous chier une pendule à ce sujet, tu me diras? Car les influenceurs qui étaient conviés étaient en moyenne relativement jeunes, avec une audience en grosse majorité mineure. Et promouvoir du cul auprès des mineurs, même si c'est involontaire, c'est à la limite de la légalité, ni morale, ni responsable. Surtout vu le contenu de celui-ci dans ce livre en particulier. D'autant plus que dans les contenus que j'ai pu voir passer autour de cette fameuse soirée, il n'est jamais vraiment rappelé que le livre est réservé à un public majeur. Je suppose donc que la maison d'édition n'en a absolument pas donné l'injonction à ses influenceurs dans les communiqués de presse qui leur ont été fournis lors de l'invitation pour la soirée ou des services presse qu'ils ont pu recevoir. Alors je sens venir les reproches à ce sujet gros comme une maison, donc je prends les devants. Je ne reproche absolument et à aucun moment aux influenceurs d'avoir été conviés lors de cet événement, ou d'avoir pris plaisir à venir ou à lire le livre, ou même d'en faire la promotion. Ils sont majeurs et vaccinés, en tout cas j'espère qu'ils sont majeurs, et font bien ce qu'ils veulent de leur vie et de leur réseau. Non, ceux dont je questionne la démarche restent les responsables de la maison d'édition, qui savent pertinemment que des influenceurs jeunes, très populaires sur TikTok et ayant une audience souvent mineure, vont forcément transmettre des messages et faire la promotion d'un livre qui ne leur est pas adapté, n'ayant absolument pas tous les codes ni le recul nécessaires pour les recevoir. Non seulement la fête et l'événement vont générer des vlogs qui vont donner de la visibilité à cette sortie littéraire, mais la maison d'édition a carrément lancé un concours pour proposer aux personnes qui n'étaient pas conviées d'origine à cet événement à y participer. Belle performance marketing, qui ne fera qu'améliorer la visibilité du livre dans l'algorithme TikTok, à travers les posts des candidats, mais aussi auprès d'un public toujours plus jeune, qui n'y voit peut-être qu'une romance dans un univers fantasy, sans y être le public cible. Car je le rappelle, je n'ai vu aucune injonction auprès de ces influenceurs à rappeler que c'est un livre réservé à un public averti. Et quand ils l'ont fait, c'est quand il y a eu un méga bad buzz sur les réseaux sociaux. Retenez bien donc que même si ce n'est pas un acte purement volontaire de la maison d'édition, le livre est malgré tout popularisé auprès d'un public très jeune, et
surtout bien plus jeune que celui qui en est la cible. Et là où le procédé est rendu encore plus pernicieux, c'est qu'à aucun moment dans le livre, il n'est mentionné qu'il est réservé à un public majeur. Et pour preuve, je vais vous lire l'avertissement qui est indiqué au début du livre. Attention, vous êtes prêts? À propos du livre, le mythe du roi Midas revisité. Cette saga de fantaisie, captivante et sombre, est aussi addictive qu'inattendue. Avec ses histoires d'amour, ses faées et ses intrigues, le monde doré d'Auréa vous saisira dès la première page. Plongez dans ce voyage où la cupidité, l'amour et la force intérieure sont au rendez-vous. Veuillez noter que ce livre pourrait contenir des éléments explicites et sombres qui seraient susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Voilà pour l'avertissement dans le livre, il n'y en aura pas d'autre. On peut donc supposer que la confusion existe pour celui qui viendrait lire le livre ou l'acheter s'il n'est pas mis en garde sur son contenu. Le roman n'est pas classé New Adult mais dans leur nouvelle collection Rom-Tazi, et ayant tous les codes graphiques d'une couverture populaire assez jeune et jeune adulte, il a été perçu comme accessible pour tous, que ce soit par des lecteurs qui ne connaissaient pas le réel contenu du livre ou même par des libraires qui l'ont classé dans des rayonnages jeunesse ou adolescent. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que la maison d'édition Hugo, elle a quand même une collection également young adulte. Donc si ça reprend tous ces codes, que l'avertissement n'est pas explicite, la confusion se fait. On est toujours d'accord ici que là, ce sont aux libraires de se renseigner sur le livre qu'ils vont ranger dans un rayonnage, mais je pense que l'ensemble des éléments cités n'aide pas vraiment à déterminer auprès de quel public s'adresse ce livre. Et comme le premier chapitre du livre s'ouvre sur une énorme scène d'orgie décrite sur plusieurs pages et avec de nombreux détails, je pense que Sarah, de 3ème B, n'appréciera pas forcément sa première découverte de la sexualité avec ce livre. Et ses parents non plus. Enfin, dernier point et pas des moindres, le retrait pur et simple des trigger warnings présents au début du livre. En effet, il faut savoir que la version originale du livre en anglais contient des avertissements clairs sur les sujets abordés dans le livre comme les violences verbales, les violences physiques, les contenus sexuels et surtout, point essentiel, le déni et l'absence de consentement dans plusieurs scènes, donc une scène de viol. Ce que Hugo Roman a tout simplement décidé de ne pas faire. On nous parle simplement d'histoires où, attention je relis, les voyages où la cupidité, l'amour et la force intérieure sont en rendez-vous, ou encore des éléments explicites et sombres. Navré de jouer sur les mots, mais quand on propose un contenu pornographique à son lecteur, il convient d'utiliser les justes mots pour qu'il soit compris par l'ensemble des lecteurs. Petit rappel également que le viol n'est pas juste un élément sombre ou qui heurte la sensibilité du public, mais un crime puni par la loi. Merci donc d'éviter les mots valises qui permettent de cacher la poussière sous le tapis, sans jamais réellement parler des sujets qui sont vraiment abordés dans ce récit-là. Est-ce une peur de ne pas pouvoir vendre les livres à tous les types de lecteurs? Parce que théoriquement, un livre ou un support qui contient du contenu pornographique est normalement vendu sous blister pour que justement ce ne soit pas feuilleté par hasard par un public qui n'en est absolument pas la cible, et donc il ne puisse pas être acheté sans réellement vérification de l'âge des lecteurs? Ou bien est-ce que c'est une volonté d'échapper à la taxation qui est faite sur les contenus pornographiques? Parce que oui, il y a une taxation spécifique sur ces produits-là. Je n'ai absolument pas la réponse à ces deux questions. Ce sont donc des pures suppositions. Le fait est que je trouve ça absolument irresponsable pour plusieurs raisons. Le risque de réellement heurter des mineurs non avertis, de réveiller des traumas chez des personnes concernées, coucou, ça arrive aussi d'avoir vécu ce type d'événement et de pas avoir forcément envie de les relire, et de tout simplement pas respecter son lectorat, parce que pour moi c'est vraiment une forme d'irrespect là. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, ce que je reproche réellement à Guild, c'est le travail éditorial et de marketing qui en a été fait tout autour, qui selon moi relève de l'irresponsabilité crasse, et pour le coup d'une réelle cupidité, thème principal du livre, en semblant vouloir déclencher toujours plus de ventes potentielles sans avertir sur ce qu'on vend réellement. Le livre en soi n'est clairement pas le pire que j'ai pu lire, et il peut largement trouver son public, s'il a le recul nécessaire pour l'accepter et pour l'apprécier, et s'il est capable de faire la différence entre une relation toxique et une romance telle qu'elle est réellement établie. Ce sera tout pour mon avis sur le sujet, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez lu Guild, ou si vous avez un avis sur la question, évidemment, je suis plus que curieuse de le découvrir, n'hésitez absolument pas à le partager. Je rappelle que je ne juge pas les lecteurs qui ont apprécié cette lecture, vraiment, je questionne le travail de la maison d'édition autour de ce livre-là. Donc ne prenez pas la mouche, restez poli dans les commentaires autant que possible, sinon vous verrez votre commentaire disparaître dans les limbes de l'internet. Je vous remercie d'avoir été présent, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!